Ce matin, nous allons avoir un débat qui s'annonce vraiment passionnant sur le nazisme, face sombre de l'ésotérisme. Et pour parler de ça, nous avons deux grands spécialistes que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter aujourd'hui, si vous ne les connaissez déjà. Jacques Raven, qu'on ne présente plus, puisque c'est un célèbre auteur de best-sellers avec son ami Eric Giacometti. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il nous régale avec des histoires absolument merveilleuses, avec un commissaire qui s'appelle Antoine Marcos, qui est franc-maçon du Grand Orient de France. Marcas, pardon. Bon, c'est l'accent du Sud-Ouest. C'est l'accent du Sud, pardon. Marcas. Lui-même étant du Sud-Ouest, c'est pas dérangeant. Antoine Marcas qui vit des aventures passionnantes. Alors bon, on connaît le rituel de l'ombre, Frères de sang, la croix des assassins, le règne des Illuminati. Vous avez aussi décodé pour les profanes le fameux livre de Dan Brown sur le symbole perdu, expliquer un peu tout ce qu'il y avait derrière ce thriller, lui aussi ésotérique, hein, avec les implications maçonniques, la ville de Washington, etc., etc. Et là, vous attaquez, donc vous venez de publier le deuxième tome de la saga du Soleil Noir. Et là, donc, on fait un retour dans le temps et on se retrouve donc à une des périodes les plus sombres de notre histoire, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que vous lancez vos héros à qui vous faites vivre des aventures assez terrifiantes, il faut bien le dire, mais ça se lit effectivement, c'est ce qu'on appelle un turn-pager. On dévore ça goulûment parce que c'est palpitant. Et donc, effectivement, dans ces romans, il est question d'ésotérisme et on va y revenir tout à l'heure. Il est question aussi de catharisme et je pense qu'il y a des gens ici dans cette salle qui seront passionnés par ça. À ma droite, Pierre Mollier. Alors, Pierre Mollier, donc, il est à la fois directeur de la bibliothèque du Grand Orient, me semble-t-il, et conservateur du musée de la maçonnerie. Alors, on se demande s'il n'est pas né du côté de 1700 par là, parce qu'il a dû fréquenter le chevalier de Ramsay, il a dû fréquenter le pasteur Anderson, il a dû connaître tous ces gens-là, parce qu'il connaît tout ça, évidemment, sur le bout du doigt. C'est un historien merveilleux qui a écrit des centaines d'articles et des dizaines de livres, qui connaît tout ça sur le bout du doigt et qui, lui aussi, va nous parler de l'ésotérisme, parce que c'est effectivement, là aussi, un sujet qu'il a fréquenté, parce que maçonnerie et ésotérisme, quand même, bon, il y a des passerelles et des correspondances. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Jacques Raven pour qu'il nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est pour lui cette face noire de l'ésotérisme dans le nazisme, qui est j'allais dire le fond sonore de ces deux romans, la saga du Soleil Noir. C'est une particularité historique assez intéressante, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez plusieurs dictatures qui sont à l'œuvre en Europe. Vous avez le franquisme en Espagne, vous avez Mussolini en Italie, vous avez Staline en Russie et Hitler en Allemagne. Et paradoxalement, ce n'est que dans le nazisme que s'est développé cet intérêt pour l'ésotérisme et cette croyance en la force de l'ésotérisme. Alors, que pensent les nazis ? Eux, ils ont une vision de l'histoire qui est totalement à l'antipode de l'histoire classique. C'est-à-dire que pour eux, la civilisation n'est pas arrivée comme on le prétendait, c'est la version des nazis bien entendu, par les Grecs et par les Romains. Ce sont tout simplement les peuples germaniques qui sont à l'origine de l'intégralité de ce qui s'est fait en matière de civilisation européenne. Bon, pour le prouver, vous imaginez que c'est foncièrement difficile. À l'époque où les Grecs montent le Parthénon, les Germains vivent dans des huttes, un petit peu difficile archéologiquement pour prouver le contraire. Donc, que prétendent les nazis ? Ils accaparent un certain nombre de traditions ésotériques qui datent pour la plupart du XIXe siècle, et ils vont les mettre à leur sauce, et ils vont créer un institut universitaire dans les années 36-38 qui s'appelle l'Annenherbe, qui va recruter des centaines de jeunes universitaires, fringants et prêts, si vous préférez, à profiter des opportunités de carrière, et qui vont partir dans le monde entier pour prouver tout simplement que les Aryens sont l'origine de l'humanité. Et la première mission, on va les envoyer au Tibet, où ils vont chercher l'origine donc des peuples germains, des Aryens, au Tibet. On ne peut pas dire que ça sera un franc succès, ça c'est le moins que l'on puisse dire, mais ça va se développer partout. Petit à petit, évidemment, ces gens-là se rendent compte que ça ne fonctionne pas. On a beau trouver quelques poteries de ci, de là avec quelques rois gamés, il reste que d'un point de vue civilisationnel, ça ne correspond pas à ce qu'ont pu faire les Grecs, les Romains ou d'autres peuples. Alors on passe à une vitesse supérieure, on se dit que finalement, ces peuples-là, ils ont dû avoir des pouvoirs
des capacités qu'il va falloir retrouver. Et s'ils les ont perdues, c'est bien la faute de quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, vous le voyez arriver très facilement, ça va être bien sûr les Juifs pour la période antique, et puis très souvent, et Pierre le confirmera, les francs-maçons pour la période XVIIIe siècle. Donc va se monter comme ça une croyance dans un ésotérisme qu'on appelle un ésotérisme noir, et qui va parfois être assez délirant. La Neunerbe envoie par exemple des équipes dans les Canaries, prétendant que c'est ce qui reste de l'Atlantide, et on va donc mesurer le crâne des habitants du Canaries pour voir s'ils ont une masse cérébrale plus importante que les autres. On avait déjà fait le coup au Tibet. Il va y avoir énormément de croyances assez curieuses. L'une des plus ahurissantes est la croyance à la Terre creuse. Vous pensez que nous vivons sur une planète ronde et qu'autour de vous il y a le ciel. Détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors la Terre n'est pas plate, je précise, parce qu'il y a beaucoup de croyances en ce moment là-dessus. Non. Nous sommes en fait un noyau, et nous vivons à l'intérieur d'un fruit. Mais nous vivons sur le noyau. Et donc autour de nous, il y a le fruit. Voilà. Que pensaient les nazis? C'est que ça fonctionnait comme ça. Donc vers 1943-1944, ils se sont approchés au plus près du pôle, ils ont mis des radars, ils les ont balancés directement à la verticale, en se disant que s'il y avait quelque chose en haut, il y aurait effectivement un retour radar. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller. Sauf, ça paraît ridicule, dit comme ça, mais dans la tête des nazis, ça allait plus loin. C'est que si effectivement il y avait quelque chose en haut, on pourrait renvoyer des missiles ou des ondes qui rebondiraient, qui toucheraient les États-Unis. Vous voyez, il y a toujours un côté à la fois dans ce côté de l'ésotérisme nazi, à la fois dément du point de vue intellectuel, un petit peu ridicule du point de vue des idées, mais avec une quête scientifique à l'intérieur. Et donc ce groupe va faire des recherches partout, y compris ici, dans le sud-ouest. On va les retrouver effectivement sur les lieux cathares, on va les retrouver énormément sur les grottes préhistoriques, toujours avec l'idée très simple, par exemple, Cro-Magnon et germanique. Donc on mesure du Cro-Magnon et on essaie de le prouver. Karnak a été construit par des peuples germains. Quant aux Cathares, on en reparlera plus longuement tout à l'heure, mais ce sont les nazis qui, s'appuyant sur un texte médiéval, font parmi les premiers une première collision, dirais-je, entre catharisme et Graal. Donc vous imaginez ô combien elle aura énormément de retentissement après. Donc ça fonctionnera, et ce qui est fascinant quand même, c'est que tous ces gens qui ont été à la NNRB, historiens, sociologues, anthropologues, ethnologues, on estime entre 400 et 600 le nombre d'universitaires, ne subiront pas les foudres de la désanification. Ils ne seront pas dénazifiés. Tous feront des carrières absolument remarquables, surtout les historiens et les linguistes, à l'intérieur de l'Allemagne, en intérieur de l'Allemagne d'après-guerre, et mourront dans les années 85 à 95%. Ils n'auront aucun ennui. C'est un petit peu le trou noir de l'histoire du nazisme, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en a jamais parlé, on s'y est jamais penché, parce que les Alliés, quand ils sont arrivés en 1945, ont vu que de paisibles universitaires assez délirants avec leurs croix gammées et leurs petits trucs, mais n'ont pas vu tout ce qu'il y avait derrière. Merci Jacques Ravenne pour ces explications. Alors bon, l'ésotérisme, ça a toujours existé, c'est quelque chose qui remonte même avant l'Antiquité, avec des périodes plus ou moins fastes, en passant par les alchimistes. Et est-ce que donc qu'est-ce que la maçonnerie, quel est le compagnonnage de la maçonnerie avec l'ésotérisme, si je puis m'exprimer ainsi? C'est une très bonne question et je ne vous remercie pas de me l'avoir posée parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je voudrais d'abord réagir un peu à ce qu'a affiché Jacques. Alors il a tout à fait raison, il y a eu ce mouvement un peu ésotérico-nazi. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'était une infime minorité qui était pris d'ailleurs pour des illuminés par les nazis officiels. Voilà, c'est un mouvement marginal qui a existé, bien évidemment. Mais bon, le nazisme dans l'Allemagne des années 35, c'est des millions de gens. Donc le fait qu'il y en ait quelques milliers qui aient eu ces lubies, un certain nombre d'ailleurs, comme l'a souligné Jacques, par opportunité de carrière, vous êtes linguiste, indologue, on vous propose un programme pour financer vos recherches, même si vous n'y croyez pas vraiment, vous le faites. Et puis s'ils n'ont pas été dénazifiés, parce qu'effectivement c'était des trucs intellectuels et que malheureusement il y avait d'autres priorités. Et voilà. Donc oui, ça a existé. C'est un mouvement marginal.
Alors en même temps, c'est extrêmement romanesque et on imagine bien pourquoi notre ami Jacques s'est passionné pour ça et pourquoi nous frissonnons tous un peu ici. Alors maintenant, quand on regarde plus en détail, donc c'est marginal et c'est surtout une sorte de détournement. Et je voudrais prendre un exemple que Jacques connaît bien, ça a été un peu le thème de son premier roman, qui est La Société de Thulé. Alors la Société de Thulé, ça fait frissonner, il y a un emblème avec une pré-croix nazie, il professe des connaissances ésotériques, etc. Et en fait, c'est des gens qui avaient été un peu influencés par un autre mouvement ésotérique, lui bien connu, qui s'appelle la théosophie. Et donc, ces gens de la Société de Thulé, ils avaient réinterprété la théosophie dans le sens un peu délirant des nazis. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la théosophie, c'est un mouvement progressiste, féministe, tiers-mondiste, et dont les thèmes ont été complètement retournés et déformés pour les adapter au délire élitiste et germanophile de la Société de Thulé. Alors par exemple, on en a un exemple, effectivement, on dit dans Madame Blavatsky, elle explique que l'histoire du monde, c'est des races qui se succèdent. Mais en fait, quand on lit attentivement le texte, alors on peut ne pas y croire, et c'est mon cas, mais quand on lit attentivement le texte, on s'aperçoit que ce qu'elle appelle race, c'est en fait des étapes de l'humanité, et par exemple, la société théosophique, comme d'autres ésotéristes qui parfois en étaient fort différents, je pense à Guénon par exemple, ils valorisent la culture indienne, la culture musulmane dans ces années 30. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les nationalistes européens, ils ne sont pas du tout sur ces valeurs-là. Et alors, pour prendre un sujet un peu équivalent, on peut rappeler par exemple les liens de Guénon, enfin le regard sur Guénon de l'Action française. Dans un premier temps, Léon Daudet, quand il dit de la crise du monde moderne, dit c'est extraordinaire. Guénon critique le monde moderne. Et puis quand il lit le volume 2 et qu'il s'aperçoit que Guénon dit que l'Occident c'est fini et qu'il faut aller chercher son salut en Inde, naturellement il ne partage pas du tout ces points de vue-là. Donc c'est un mouvement marginal dans l'extrême droite et il faut se méfier de l'idée comme quoi finalement l'extrême droite aurait poussé la logique de l'ésotérisme et révélé sa véritable nature. Non, c'est une réutilisation, une déformation aux lubies de l'extrême droite, et en l'occurrence du nazisme, qui a été marginale. Et effectivement, comme l'a bien expliqué Jacques, il faut expliquer que les Ariens sont à la source de tout, et quand on regarde la vraie histoire, eh ben, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc il y a forcément une histoire secrète, et c'est cela ce qui renvoie un peu à l'ésotérisme, mais c'est une instrumentalisation. Dire que l'ésotérisme aurait des liens... Alors vous savez, il y avait cette formule extraordinaire, alors c'est un livre merveilleux, mais c'est un roman, Le Matin des magiciens, de Powell et Berger. Le nazisme, c'est René Guénon plus les Panzers. Une formule magnifique, mais complètement idiote. Donc voilà, il y a un détournement, une réutilisation, mais on est bien loin des valeurs de l'ésotérisme qui, globalement, est une approche qui échappe aux institutions, puisque c'est un regard, une spéculation qui, justement, échappe aux institutions religieuses, aux institutions plus officielles. Donc voilà, c'est un beau sujet romanesque, mais c'est un sujet marginal qui est une sorte de détournement de l'ésotérisme. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce serait dire par exemple que l'ésotérisme est en fait, contrairement aux apparences d'extrême droite, parce qu'il y a eu des gens d'extrême droite qui étaient ésotéristes, ça c'est aussi inapproprié que de dire par exemple que le rationalisme est d'extrême droite, parce que Charles Maurras était positiviste, et il était positiviste. Voilà, il y a des grandes approches du monde qui nous entoure, et les différents courants dialoguent avec ces corpus, et effectivement l'extrême droite s'est saisie un peu de tout. Elle est d'ailleurs très variée dans ses courants. Par exemple, aujourd'hui, une extrême droite un peu néo-païenne, au contraire une extrême droite catholique intégriste, dont le corpus doctrinal est donc très différent. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, les rapports de l'ésotérisme et de la franc-maçonnerie, qui est un autre sujet, bien sûr, il y en a beaucoup. La franc-maçonnerie a en quelque sorte, dans le huis clos des loges, a conservé au XVIIIe siècle des choses qui ont été balayées un peu par l'émergence de la modernité. Et effectivement, aujourd'hui, la franc-maçonnerie est une sorte de conservatoire. Alors, de la tradition ésotérique, le mot est un peu approximatif, mais disons que c'est une des rares institutions dans le monde moderne qui a une méthode, une approche du monde, une façon de travailler et de penser qui est fortement enracinée dans la tradition ésotérique, qui en Europe, l'actuelle tradition ésotérique européenne, elle remonte à la Renaissance. Alors ça ne veut pas dire que finalement le regard, c'est Jean-Pierre Laurent qui disait que l'ésotérisme c'était surtout un regard sur les choses. Ce regard, il a toujours existé, de se dire, voilà, on me dit ça, mais c'est peut-être plus compliqué, peut-être que sous ce symbole, il y a d'autres significations.
c'est éternel, et au Moyen-Âge, il y a certainement eu une forme d'ésotérisme, mais disons que le corpus ésotérique tel qu'on le pense aujourd'hui, c'est largement un produit de la Renaissance, et donc le XVIIIe siècle va agréger à la franc-maçonnerie. Merci Pierre Meulier. Malgré tout, quand même, ce qu'il y a j'allais dire, d'intéressant dans vos livres, c'est qu'à la fin, vous dites attention, ce sont des romans, ce sont des fictions, ça c'est vrai, ça on ne sait pas, ça c'est faux. Bon, vous balisez quand même un petit peu le parcours, j'allais dire, culturel ou historique du lecteur. Mais quand même, effectivement, on tombe sur des personnages dans vos romans, enfin des personnages qui ont existé réellement, comme Himmler, il est quand même gratiné, quoi, je veux dire, de ce point de vue-là. Il a, alors même si l'ésotérisme ne l'occupait peut-être pas à temps plein, il a quand même quelques lubies un peu spéciales, ce brave homme. Alors ça, c'est quand même une tradition qu'on a dans quasiment la totalité de nos livres. À la fin, il y a effectivement distinguer le vrai du faux, mais pour une raison fort simple. C'est que quand on a commencé à écrire avec mon co-auteur Eric, venait de sortir Dan Brown, le Da Vinci Code, qu'on avait tout à fait apprécié, mais il y avait un petit problème, c'était que sur la page d'entrée du Da Vinci Code, il y avait marqué « Tous les documents qui sont cités à l'intérieur de ce roman sont vrais ». Or, ces documents, Pierre et moi, on les connaît fort bien, ce sont des documents sur Rennes-le-Château, c'est pas très loin d'ici, qui ont été forgés par un forgeron du faux absolu qui était Plantard de Saint-Clair et qui les a déposés lui-même à la Bibliothèque nationale pour être sûr qu'au moins ils soient comme ça viabilisés et tamponnés vrais. On sait très bien que ces documents sont faux. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Je pense que quand on écrit des fictions, et en particulier sur des thématiques comme la franc-maçonnerie et l'ésotérisme, on a une responsabilité morale parce qu'on est quand même envahi par les théories de la conspiration. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Donc effectivement, il y a une part de fiction, mais il faut rappeler ce qui est vrai de ce qui est faux. Sur les 2 volumes que nous avons écrits sur l'ésotérisme et les nazis, là c'est beaucoup plus difficile parce que la plus grande partie de ce que nous écrivons est vrai. On est allé trouver les archives, on les a fait parler, certaines sont à Moscou, d'autres sont en Allemagne, d'autres sont aux États-Unis. Et quand on raconte quelque chose sur un herbe, il se trouve que c'est exact. Alors ça peut paraître délirant parfois, parce que les gens qui le faisaient étaient délirants, mais ça existait. Alors, et c'est là où je rejoins Pierre, il y a eu dans le nazisme un courant qui s'est fasciné pour ces questions-là. Là où c'est curieux, c'est que ça n'apparaît pas dans les autres pays où l'extrême droite est au pouvoir. Assez peu. Mais pas en Espagne, pas au Portugal, etc. Donc, assez curieusement, il y a des personnalités qui s'intéressent à ça. Alors après, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'équipe qui entoure Hitler, c'est une joyeuse équipe de bras cassés. Il faut appeler, bon voilà, Göring, qui est un ancien héros de l'aviation et morphinomane au dernier degré. Il a parmi ses passions de faire des collections de soutien-gorge. On a retrouvé d'ailleurs un certain nombre de textes le concernant. Himmler fait des dossiers sur lui en disant méfiez-vous, voilà, bon, un peu particulier. C'est un voleur de tableaux obsessionnel. S entend des voix, a été interné psychiatrique à un certain moment de sa vie. Bon, voilà. Quant à Himmler, c'est un ancien éleveur de poulets, devenu le chef de la SS. Alors quand il faisait du poulet, ça a été un ratage complet, il est tombé en faillite. Après, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a malheureusement réussi son coup. Mais ces gens-là ont une fascination pour l'ésotérisme. Et dans le cas d'Himmler, elle apparaît peut-être marginale dans la quantité de travail qu'il a faite, mais c'est une obsession absolument, absolument chronique. En 1944, on a retrouvé des notes où il demande à ses services, en l'occurrence la Nonherbe, de lui retrouver l'énergie du marteau de Thor. En 1944, à mon humble avis, l'Allemagne a autre chose à faire que de retrouver l'énergie du marteau de Thor. Et de savoir si c'est plutôt de la radioactivité et de l'électricité. J'imagine le type qui a reçu le dossier en 1944 et qui a dû répondre à la question, ça a dû être assez gratiné. Voilà. Ils se sont fascinés pour l'énergie du vril. Une espèce d'énergie nordique, mystique, qui entourerait l'univers, et ils voulaient faire des capteurs pour la capter. Et puis, la plus belle histoire, c'est quand même le château de Caen. Au château de Caen, le 4 juin 1944, on envoie une équipe de la Nonherbe pour prouver que Mur a été bâti par les Vikings, pour prouver que le château de Caen est viking. Le problème, c'est que 2 jours après, les Alliés débarquent à quelques dizaines de kilomètres. Alors évidemment, la recherche s'est très rapidement arrêtée. Mais jusqu'au bout, on a continué comme ça,
à avoir un certain nombre de pensées. Et on a un petit peu de mal à imaginer l'impact quand même. Parce que si effectivement ça ne touche qu'une partie dignitaire nazie, ça touche quand même des gens comme Hess et Himmler, qui ne sont pas des petites mains du parti nazi. Mais là où c'est absolument fascinant, c'est au niveau éducatif. C'est-à-dire la croyance dans des peuples germaniques supérieurs, la croyance aux Aryens qui ont conquis le monde, la croyance que la croix gammée, c'est entièrement faux d'ailleurs, est un symbole qui vient du Nord et qui est irrigué entièrement l'Europe, vous le retrouvez dans les manuels scolaires. Ces recherches-là sont dans les manuels scolaires. Et nous, on a visionné pour 3 mois qu'on appelle ça, les annonces télévisuelles qui passaient sur les cinémas, vous savez, les actualités des cinémas. Mais vous avez les recherches de Neunerbe passent en avant des grands films allemands. Donc ça a eu un impact au niveau, psychologique allemand assez important. Vous avez même des universitaires qui ont commencé en 1942 et 1944 des thèses d'anatomie sur comment reconnaître les juifs à travers la forme de leurs mains, et qui en 1944 ont changé le sujet de thèse et l'ont validé en comment reconnaître les Européens à la forme de leurs mains, parce que les juifs n'étaient plus à la mode, il y avait un léger problème. Et ça, c'est assez étrange. Et après, il y a quelque chose aussi dont il faut qu'on parle, c'est qu'à partir de 1942-1943, la situation politique et militaire devient délicate en Allemagne, et il va y avoir une réorientation de la recherche de la Neunerbe sur le médical. Et là, en revanche, on va assister à des choses qui sont... alors là, on n'est plus du tout dans l'ésotérisme, on est dans la recherche médicale, et c'est en général de très mauvais goût. Alors, on est un peu dans l'ésotérisme, et peut-être certains d'entre vous ont vu le film d'Alain Corneau, Nocturne indien, où il y a une scène absolument extraordinaire qui résume un peu ce que dit Jacques, puisque un voyageur dont on ne sait pas bien qui il est, dont on comprend qu'il vient d'Israël, il va en Inde, échange avec le héros du film, et puis il se passe quelque chose à Madras où un retraité est assassiné. Et, enfin bon, bref, vous irez voir le film d'Alain Corneau, Nocturne indien, qui est magnifique, et qui montre effectivement qu'il y a eu une connexion entre ces recherches du surhomme chez les Aryens d'une antiquité fantasmée, et puis les expériences médicales abominables. Un petit peu plus près le micro. Le micro un petit peu plus près. D'accord, bah, oui, j'ai fini là, donc... Le cas le plus classique, quand même, qui est un facteur assez étrange, où là, on voit qu'on peut sombrer très rapidement dans l'innommable. En 1941-42, très exactement, l'armée allemande fait une offensive dans le sud de la Russie, c'est-à-dire en fait vers le Caucase. Et quand ils arrivent dans la région du Caucase, ils ont une problématique. C'est une région de montagne, habitée de façon tribale, donc il y a des tribus, et certains pratiquent la religion juive. Mais certains ont des vêtements musulmans et pratiquent la religion juive. Certains, c'est matiné. Et résultat, les nazis, quand ils arrivent, n'arrivent pas à distinguer qui est juif de qui n'est pas juif. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à la Neunerbe et on leur demande de définir les caractéristiques morphologiques du juif. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple. On va dans les camps de concentration, on récupère des juifs, on les dépaisse, on prend les crânes et on fait des collections de crânes et on les mesure jusqu'à ce qu'on définisse comment on est un juif à travers ces crânes. Donc, au début, on se dit, oui, bon, c'est un petit peu folklorique. Ça ne le devient plus du tout à partir de 1942-1943. Et ces histoires de mesure de crâne, alors elles existaient déjà en France, c'est un universitaire de Montpellier, à la fin du XIXe siècle, qui s'est lancé dans ça. Mais la Neunerbe avait commencé au Tibet à faire ses premières mesures de crâne. Mais ça, c'est un bon exemple de la complexité du sujet, parce que ça relève de ce qu'on appelle la phrénologie, qui a été une pseudo-science très en vogue à la fin du XIXe siècle, et qui est d'inspiration tout à fait rationaliste, qui est de dire, alors ça nous paraît absurde aujourd'hui, mais dans la médecine positiviste de la fin du XIXe siècle, qu'il y avait des traits physiologiques qui pouvaient se repérer dans la physionomie, donc ça débouche... Enfin, fort heureusement, les phrénologues de la fin du XIXe siècle, à part dire des choses qui étaient infondées, n'ont pas été plus loin. Mais quoique il y a l'idée du faciès, du délinquant, de Bertillon, de Lombroso, etc. Mais ces choses abominables que tu décris, c'est pas une conséquence de l'ésotérisme, c'est une conséquence du rationalisme. Le rationalisme mal à propos, mais du rationalisme. Alors, pour ce qui est des trésors ésotériques qu'auraient cherché les nazis, il y a un autre cas
qui est effectivement la franc-maçonnerie, puisque donc quand l'armée allemande occupe Paris, le premier jour de l'occupation de Paris, la police militaire va occuper ce qui lui apparaît comme des centres de pouvoir, des centres importants. Alors bien sûr, le ministère de la Défense, un certain nombre de ministères, quelques partis politiques, et les sièges des obédiences maçonniques. Et donc on a les comptes rendus de la police militaire allemande faisant les saisies des obédiences maçonniques, et le fonctionnaire de la police militaire envoie à Berlin un message qui dit à peu près, voilà, nous avons saisi les trésors de la franc-maçonnerie. Et il y avait vraiment cette idée que les maçons avaient probablement un secret, un ésotérisme qui leur donnait justement cette puissance dans les démocraties libérales qui étaient les ennemis numéro un du régime nazi. Juste parce que Pierre a cité la phrénologie, c'est-à-dire, vous savez, vous en avez entendu parler, c'est la bosse des maths. Quand on a passé 50 ans, on l'a souvent entendu quand on était au collège. Vous avez la bosse des maths, vous n'avez pas la bosse des maths. C'est fascinant la phrénologie parce que c'est quelque chose qui n'a jamais marché, mais qui a duré une éternité. Il y a une anecdote qui est absolument magnifique. En 1822, on a sorti le crâne de Sade de son cercueil et on l'a donné au phrénologue le plus important de France sans lui dire qui c'était. Alors il a touché, il a palpé, il a dit « je n'ai aucun doute, c'est un prêtre ». Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Oui, madame, on vous écoute. Avec un micro qui marche, tenez-les deux très près de la bouche pour qu'on vous entende bien. Moi, j'avais une petite question. En fait, avant de venir à cette conférence, j'ai été un petit peu gênée par cette idée d'ésotérisme noir, pour la bonne et simple raison que j'avais en tête que l'ésotérisme, au sens étymologique grec du terme, ça veut dire travail intérieur. Et j'avais l'impression que toute cette histoire du nazisme, en fait, c'était gouverné en gros par l'ego. C'est-à-dire, on part de la volonté de s'approprier un pouvoir, détruire, tuer une certaine catégorie de l'humanité pour briller davantage soi. Enfin, je vous le dis avec mes mots. Or, pour moi, l'ésotérisme, puisque c'est un travail intérieur, ça veut dire travail intérieur, un travail sur soi, ça me fait penser aussi à la démarche du soufisme. Le travail intérieur, au sens... ça signifie entrer dans une guerre sainte contre son ego. Et donc, j'étais gênée par ce titre cette idée d'ésotérisme noir. Parce que pour moi, l'ésotérisme ne peut pas laisser rentrer l'ego. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que je pédale un peu dans la Je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que vous avez tout à fait raison. Et l'ésotérisme, effectivement, c'est l'idée qu'il y a un sens intérieur, qu'il y a un sens caché, et que seule une méditation et un travail personnel peut permettre d'accéder à ce sens, peut-être appuyé sur une tradition. Et donc, c'est quelque chose qui est, oui, un travail intérieur. Le terme d'ésotérisme noir, c'est un terme un peu publicitaire, un peu communication. Le seul lien, et Jacques l'a bien montré, c'était en fait cette contradiction qu'avaient à gérer ces intellectuels de ce petit courant nazi, qui est de dire on est sûr qu'on est les meilleurs et l'histoire montre que non. Donc il y a forcément une histoire cachée. C'est voilà. Mais effectivement, la tradition ésotérique, que ce soit d'ailleurs en Europe ou comme vous l'avez dit dans le monde musulman, elle est toujours mal vue par les institutions parce que justement elle suppose une sorte de liberté intérieure, et de même que la franc-maçonnerie, qui représente depuis le XVIIIe siècle une tradition plus ou moins ésotérique, a eu des problèmes avec les institutions religieuses officielles. En Europe, de même, souvent, pas toujours, mais souvent, les confréries soufis dans le monde musulman ont des relations un peu délicates avec les autorités religieuses officielles, parce que justement, ce sont des courants de pensée qui disent qu'il faut aller au-delà des apparences, au-delà des enseignements orthodoxes, que quand on creuse, on trouve d'autres choses. Et donc, c'est quelque chose qui est insaisissable par quelqu'un qui a un pouvoir social. Donc, vous avez parfaitement raison. Et donc, c'était une façon de dire qu'effectivement, il y avait dans le nazisme, qui est quand même un mouvement très important, ne serait-ce que numériquement, des courants un peu inattendus, et c'est ce qu'a voulu dire le titre de la conférence. Et puis, nos amis du salon ont fait un peu de marketing avec ce titre romanesque. Je crois que l'ésotérisme, il faut bien le comprendre. L'ésotérisme noir l'est devenu à partir du moment où le nazisme a existé. C'est une terminologie qui n'était pas courante avant. À partir du moment où ces courants sont apparus, a été forgée une terminologie
pour expliquer finalement que l'ésotérisme, quelle qu'en soit l'approche que l'on a, est comme toute chose humaine. Elle peut être déviée à un certain moment. Alors que l'ésotérisme bénéficiait, au moins dans certaines catégories intellectuelles au 19e et début 20e, d'une sorte d'aura assez positive. Sauf que, et Pierre l'a bien démontré, à force de délirer sur un certain nombre de choses à la fin du 19e siècle, on a fini par croire à un certain nombre de choses. Après, l'ésotérisme tel que nous le concevons, c'est quoi? C'est de penser que derrière les enseignements officiels des églises et des religions, il y a une capacité à penser au-delà de ces questions-là. Et l'ésotérisme tel que nous le concevons, c'est une libération de l'homme, alors que l'exotérisme des églises et des religions, c'est au contraire, à notre sens, un non-piègement dans la dogmatique. Voilà. Donc, le véritable ésotérisme, c'est amener les gens à penser au-delà des vérités et des croyances apparentes, révélées ou imposées. C'est ça, la véritable démarche. Et de ce point de vue-là, la franc-maçonnerie, en France, en Europe et ailleurs, représente ce courant, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler finalement le courant le plus sain et le meilleur de l'ésotérisme. Mais il n'empêche qu'il peut être assez dévoyé. Quand aujourd'hui on parle de ce qui est caché, ben vous tombez sur les théories de la conspiration et les théories du complot. Donc vous voyez bien de toute façon qu'il n'y a pas un seul événement en France qui automatiquement soit réinterprété d'une manière « Ah, il y a une conspiration ». Le cas classique, parce que la question m'a été posée hier, lors de l'élection du président actuel, vous avez vu tous ces images d'un homme qui est dans l'ombre, de dos, avec une pyramide blanche, et qui avance. Le nombre de fois, mais on en a tous fait l'expérience, on nous a expliqué que c'était le passage de l'ombre à la lumière, que c'était typiquement un marquage maçonnique, et que c'était l'emprise des francs-maçons sur le nouveau pouvoir. Mais Dieu sait, enfin, tapez sur Internet, vous en trouverez des tonnes. Vous rajoutez que ça a été, je crois, de mémoire fait par Serge Moiti, qui est lui-même un franc-maçon. Alors là, si vous préférez, on était dans le Saint des Saints, enfin bref, c'était nous. Vous rajoutez la pyramide sur laquelle les fantasmes les plus larges avancent. Vous savez que tous les ésotéristes de mauvais goût vous expliqueront qu'il y a 666 plaques en verre. C'est absolument faux, mais on entend ça partout. Bon, à un moment, on a posé la question, quoi. Parce que vraiment, c'est vrai que la mise en scène, on dirait. Non, il s'est passé simplement que c'était un autre endroit qui était prévu. La mairie de Paris a refusé 2 heures avant cet endroit-là en pensant qu'il y aurait des débordements. Et ils se sont repliés là. Et donc ils sont arrivés très vite. Et donc le film s'est fait comme ça. Pur hasard. Mais quand vous dites à quelqu'un pur hasard, personne ne vous regarde et dit Voilà. Nous sommes dans l'ère du soupçon. Merci. D'autres questions dans la salle? Ah, je vois 2 mains, une là, une là. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que aussi les Germains ont été le dernier peuple en Europe, à ma connaissance, qui a été vraiment christianisé? Donc ça a été le dernier peuple qui a été païen, ou je préfère le terme de polythéiste, peu importe. Et aussi, quand on connaît, là, je parle les Allemands actuels, si on regarde bien, on s'aperçoit d'une chose assez intéressante. C'est que derrière la réelle politique, derrière la discipline, derrière la rationalité, ce sont les grands rêveurs de l'Occident. C'est un peuple profondément irrationnel, pour le pire et pour le meilleur, hein. C'est clair, hein, je n'accuse personne. Mais... Et aussi quand même quelque chose qui me gêne. Ne mettre le nazisme que sous la bannière de l'extrême droite, le national-socialiste, les SA, l'admiration pour les communistes d'Hitler, pour les communistes russes, l'admiration pour Mussolini, qui au départ, dans sa jeunesse, était un communiste. C'est un peu gênant, même s'il y a eu un moment avec le front de Habsbourg, bon d'accord, qui a basculé, mais c'est quand même un petit peu plus complexe, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ce que vous en pensez. Bon, je précise que je connais assez bien l'Allemagne pour avoir vécu très longtemps à Strasbourg, donc il y a des choses que j'ai pu effectivement... Ils vous ont libéré. C'est le savoir.
Oui, alors effectivement, les Germains ont peut-être été le dernier peuple christianisé, mais ça fait quand même très très longtemps. Je crois que l'Europe, il y a une matrice chrétienne qui est très forte, et on ne peut pas analyser cette émergence d'une nostalgie, d'un paganisme germanique comme des vestiges qui auraient survécu. C'est plus un problème politico-religieux dans l'Allemagne du 19e siècle qui va produire ça, parce que toutes ces racines païennes, elles avaient disparu ou elles ont été... comme chez nous d'ailleurs, christianisé. Voilà, il n'y a pas de vestiges au bout de 2, 3, 4, 5, 10 siècles. Il n'y a pas de vestige qui ait pu survivre. En revanche, il y a un problème politico-religieux qui apparaît au 19e, au début du 20e siècle, et la réponse, c'est ce type de discours. Et il y a eu de la part des nazis, parce qu'on en parle assez peu, alors toujours pareil, certains courants du nazisme, et là on peut citer quelqu'un qui appartenait à la fameuse société Thulé dont Pierre a parlé, qui est Alfred Rosenberg. Et Alfred Rosenberg, c'est assez curieux quand on regarde aujourd'hui. Il était considéré comme le théoricien et l'idéologue du nazisme. Bon, c'était assez fumeux, hein, mais bon. Il reste néanmoins qu'il avait une obsession chronique qui était les juifs, ça c'était extrêmement marqué, un anticommunisme absolument virulent. Il faut dire qu'il avait fait des études d'architecture en Moscou en 1917, donc ça n'avait pas aidé. Mais ce qu'on oublie énormément, c'est une position anticatholique effrénée durant toute sa carrière et des rapports avec l'Église catholique extrêmement mauvais. Et il y avait quand même une tendance, là aussi marginale, mais existante, à vouloir à un certain moment déchristianiser l'Allemagne, et en particulier le sud de l'Allemagne, pour retrouver, je dirais, une verdeur, une fraîcheur, une origine germanique, comme si le christianisme avait, en quelque sorte, gommé tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. On oublie beaucoup dans l'histoire du nazisme jusqu'en 1945, cet anticatholicisme absolument virulent et qui a fait quand même pas mal de dégâts, on peut l'imaginer. Oui, d'ailleurs, plus qu'un anticatholicisme, un antichristianisme, pour une raison sur laquelle il faut dire qu'ils n'avaient pas tort, c'est que c'est un produit du judaïsme. Et pour eux, le judaïsme et le christianisme avaient justement enlevé cette vigueur germanique aux ancêtres ariens. Alors, un mot, alors tu as tout à fait raison en disant que c'est un cas un peu singulier, l'Allemagne, qu'il n'y a pas du tout d'ésotérisme en Espagne, au Portugal, qui sont des régimes totalitaires, parce que pour le coup, ce sont des régimes catholiques intégristes. En revanche, le cas de l'Italie est intéressant parce qu'on retrouve un peu le même phénomène. Il y a eu, alors le fascisme a eu un peu ce problème aussi, c'est de retrouver les sources italiques. Alors les nazis voulaient retrouver les sources germaniques, et les fascistes italiens, qui étaient des nationalistes, qui venaient d'ailleurs d'horizons divers, y compris d'une gauche anticléricale italienne, ont voulu retrouver les sources italiques de la péninsule, et un certain nombre ont développé un discours assez similaire finalement à celui des nazis sur les anciens germains, en développant un discours sur la romanité qui aurait été affadie par la christianisation d'Italie, etc. Et là, on trouve effectivement, avec des gens comme Arturo Regini ou des gens un peu comme ça, une connexion entre quelque chose de plus ou moins ésotérique et le fascisme italien. Avec une particularité pour l'Italie mussolinienne, c'est que ça n'a jamais dérivé sur un antisémitisme, cette thèse-là. Voilà. Les intellectuels qui ont cherché la romanité dans le Latium, etc., n'ont jamais exclu les autres traditions italiennes et ne se sont jamais attaqués aux juifs. Il n'y a pas de texte antisémite, tandis que malheureusement, dans le cas des nazis de l'NRB, ça a été extrêmement virulent. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut procurer le micro ? Oui, c'est bon. C'est bon ? J'aurais voulu savoir quelle différence vous faisiez entre occultisme et ésotérisme, et est-ce que finalement l'ésotérisme nazi n'est pas plus un occultisme qu'un ésotérisme ? Alors, problème de définition. Alors, c'est une problématique classique. Alors, grosso modo, on pourrait dire que dans le vocabulaire courant des spécialistes de ça, l'ésotérisme, c'est noble, c'est intellectuel, c'est philosophique, ça descend du néoplatonisme de la Renaissance. Et l'occultisme, c'est un peu bébête, c'est des recettes de poudre de sympathie, etc., etc. Bon, je crois qu'il faut avoir une attitude plus neutre. C'est deux mots qui désignent un peu le même type d'attitude. L'occultisme est souvent appliqué à la fin du XIXe siècle avec des auteurs comme Papus, etc., qui n'ont pas une argumentation philosophique extrêmement sophistiquée, alors que l'ésotérisme, on l'associe par exemple au XXe siècle plus à René Guénon, qui a une attitude plus fine
une argumentation intellectuelle plus sophistiquée. Maintenant, ça, on peut être convaincu de ça et le penser, mais quand on veut avoir une approche académique plus neutre, je crois que c'est le même courant auquel on a accroché des mots un peu différents. Alors, ce thème ésotérisme ou occultisme, alors effectivement, dans la mesure où on a expliqué que le nazisme c'était un ésotérisme un peu de bas étage, on pourrait dire que c'est une sorte d'occultisme. Et effectivement, quand on regarde les sources de ces gens que tu as cités, comme Rosenberg, ou comme un autre important qui est von Sebottendorf, qui a été viré d'ailleurs d'Allemagne, ce qui montre bien que les relations étaient compliquées, c'est plus des sources occultistes, le mouvement Volkisch, de la littérature occultiste, un peu de seconde zone. Effectivement, alors il y a deux grands livres qui ont contribué à promouvoir cette thématique en France, et donc Le Matin des magiciens dont je parlais tout à l'heure, et ce livre de Werner Gerson, qui est en fait le pseudonyme de Pierre Mariel, Nazisme et société secrète, dans la collection mystérieuse. Oui, l'aventure mystérieuse. Pour répondre à cette question, pourquoi nous n'avons pas choisi le terme d'occultisme ? C'est pour une raison extrêmement précise, en fait. Il se trouve que l'occultisme, comme l'a précisé Pierre, est très marqué par la tradition de la fin du XIXe siècle, autour de Papus, et très honnêtement, pour être franc, c'est lié à des questions de magie. Ça tourne principalement autour de ça. Huysmans s'en parle très régulièrement, l'abbé Boulan, etc. C'est d'ailleurs assez fascinant. Ces gens s'ensorcelisent les uns les autres, c'est très drôle. Bon, parfois. Pourquoi on n'a pas pris ce terme-là ? Parce qu'il se trouve que quand on écrivait le premier bouquin, on a appris qu'avait été découvert en Tchéquie, à côté de Prague, un dépôt qui était la bibliothèque d'Himmler. Et les premiers qui ont regardé les bouquins sont aperçus que la collection, qui fait 13 000 volumes, ce qui est même assez important, et qui est une bibliothèque privée ayant une origine de pillage extérieur, c'est-à-dire qui se sont servis en Allemagne et dans toute l'Europe, portait uniquement sur la sorcellerie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, tiens, le mot occultisme aurait plus de logique dans ce sens-là, c'est tout à fait normal. Or, et c'est là où il faut faire très attention quand on avance des idées, on s'est aperçu à terme que le projet d'Himmler n'était absolument pas de s'intéresser à la sorcellerie. Le projet d'Himmler était de prouver que le grand massacre des sorcières avait été fait au Moyen-Âge par les catholiques, que ça touchait principalement des femmes allemandes et que c'était le premier génocide de l'histoire. C'était une assurance par rapport à ce qui se passait en Allemagne à ce moment-là, que de vouloir démontrer que les catholiques étaient les premiers à avoir fait un génocide. Historiquement, vous savez que c'est faux, puisqu'en fait, la grande peur des sorcières est plutôt à la Renaissance et parfois du côté protestant d'ailleurs. Mais ça, c'était des choses comme ça. Donc, pourquoi le terme occultisme ? Parce qu'il est trop marqué, effectivement, par ces histoires de magie, sorcellerie, et que là, ça nous engagerait dans des raisonnements qui n'ont pas lieu d'être, je pense. Donc, le terme ésotérisme me paraît encore bon pour ça. D'autres questions ? On vous écoute. Oui. Vous avez parlé de Himmler. Le nazisme développait effectivement certaines idées, mais la Waffen-SS en avait d'autres. Et notamment Himmler, le Reichsführer, là, entretenait des recherches, notamment, je crois que c'est le cercle de Thulé, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu ces théories qui nous paraissent fumeuses aujourd'hui ? Alors, sur la société Thulé, c'est assez simple. La société Thulé est une société qui voit le jour dans la région de Munich dans l'après-guerre et qui regroupe à la fois des bourgeois qui ont très peur des communistes qui sont en train d'arriver, des financiers qui ont très peur des communistes qui prennent le pouvoir dans le sud de l'Allemagne, et des ésotéristes de tout poil, des francs-maçons. Et l'organisation est calquée sur la franc-maçonnerie. Vous savez que chaque fois qu'on veut faire un groupe ésotérique, on se calque sur la franc-maçonnerie, c'est un grand classique. Et cette société Thulé va être surtout un groupe qui va essayer d'avoir une influence politique. Elle va faire du trafic d'armes, enfin voilà. Elle n'a d'ésotérique quand même, à mon sens personnel, que le nom. Simplement, ce qui va se passer, c'est que dans cette société-là, vont se retrouver 2 ou 3 personnalités, on pense en particulier à Dietrich Eckart, très classiquement, qui vont croiser à un certain moment de leur vie et Hitler et Hess. Et c'est vrai qu'un certain nombre de membres de cette société, qui est plus une société d'influence, j'insiste bien qu'une société ésotérique, même si elle fonctionne un petit peu comme ça, vont voir dans Hitler
une personnalité qui pourrait émerger. Mais il faut vraiment le replacer dans son contexte. On est à Munich, les communistes ont pris le pouvoir, ça s'est très mal passé, ils ont été chassés par l'armée, la situation est totalement chaotique, et il faut à tout prix, dans tous les mouvements germanistes d'extrême droite qui surgissent, il y en a 63 qui ont été répertoriés en Allemagne à cette époque-là. Il faut absolument faire émerger une personnalité politique pour s'opposer aux rouges. Il n'y a pas 36 solutions. Et donc les gens de la société tuée cherchent un petit peu un porte-parole. Mais c'est comme si aujourd'hui vous avez un groupe financier d'influence, un groupe de lobby, qui se cherche un candidat à la députation ou à la présidentielle pour faire passer son projet. On est exactement dans la même logique. Or, il se trouve que ces gens ont entendu Hitler parler, qui quand même vociférait nettement plus que les autres, et se sont dit, on va jouer cette carte-là. Comme des groupes de pression vont mettre de l'argent sur un homme politique en se disant, tiens, il accédera quelque part. Et effectivement, on a des textes, en particulier de Dietrich Eckart, qui expliquent comment il rencontre Hitler, comment il lui achète des fringues, comment il lui apprend à parler, les fameux cours de diction qui ont été donnés à Adolf Hitler, comment il le présente aux financiers de la Bavière et que c'est un désastre parce qu'Hitler éructe comme un malade, les types fuient en courant. Et puis quand Eckart meurt, il y a cette petite phrase, il a demandé à ce que soit lu un texte sur sa tombe, il meurt avant 1940, il dit Hitler fera danser l'Allemagne, mais c'est nous qui avons écrit la musique. Voilà. Mais l'ésotérisme là-dedans, honnêtement, je le vois guère. Je le vois surtout un groupe de pression, d'intérêt et d'influence qui fait que quand vous avez un homme politique qui commence à émerger, vous avez automatiquement des gens qui arrivent derrière et qui disent on va vous aider. Voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Même si c'est une apparence de groupe ésotérique, etc. Mais c'est surtout un groupe d'influence politique et financier. D'autres questions? Oui, on vous écoute. Oui, je souhaiterais ramener ce sujet à l'actualité de nos jours. Alors, mars 2019, Tarbes, vandalisme du temple. J'ai assisté donc, en représentant même la partie civile, donc la franc-maçonnerie, à l'audience de comparution immédiate. Immédiate, c'est relatif puisque 3 mois après. 8 prévenus, 6 organisent leur défense autour de l'argument nous ne savions pas où nous étions et ce que nous faisions. À l'évidence, évidemment, entraînés par 2 meneurs. Mais les 2 meneurs, eux, ont été très affirmatifs, à la fois sur leur motivation, sur leur volonté, leur désir de faire vis-à-vis de la population en général. Leur motivation, elle est tout à fait ancrée dans ce que vous venez de décrire au temps des nazis. C'est-à-dire, effectivement, une conception soi-disant ésotérique, soi-disant, pour aller vers l'argument évidemment définitif, qui est que la franc-maçonnerie est effectivement au pouvoir partout. Et donc l'extrême danger de cette société, qu'il faut absolument dénoncer. Et pour cela, faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire comme ils l'ont dit, ouvrir la perception et la vision de ce pouvoir occulte à l'ensemble de la population. Même si cet argument est complètement imbécile, puisque, par exemple, l'année d'avant, nous avions les portes ouvertes, auxquelles, évidemment, ils ne sont pas venus participer, surtout pas. Au bout du compte, le principal meneur, lui, il a pris un an ferme. Mais on peut aussi se rendre compte que dans une société démocratique et républicaine comme la nôtre, si un tel procès se déroule avec une volonté réelle pédagogique de la part à la fois des magistrats et des avocats, on peut aussi avoir un autre résultat. Cette audience a duré de 15h30 à 22h30.
La présidente l'a fait de façon délibérée. Tous les avocats qui étaient présents, ils étaient 4, 5 même, pour défendre donc les prévenus, ont tous fait l'éloge de la franc-maçonnerie, ont tous fait œuvre de pédagogie sur ce qu'était dans l'histoire, dans toute l'histoire, ce qu'était réellement la franc-maçonnerie. Résultat du compte, je ne pense pas que nous ayons fait bouger d'un iota la pensée et la réflexion des deux meneurs. Par contre, un des 8 autres prévenus est venu récemment nous rencontrer pour dire qu'il souhaitait nous voir, parce qu'il souhaitait réparer, parce qu'il avait compris ce que c'était. Un seul. Mais ce un seul me paraît, moi, tout à fait primordial lorsque, effectivement, on a la volonté de pratiquer une justice républicaine forte et donc pédagogique au bout du compte. Je voulais juste apporter ce témoignage, avec vous le sentez, un petit peu d'émotion encore présente, pour dire ces deux choses. C'est premièrement, ces conceptions, ces idées, ces mots MAUX seront éternels, je pense. Mais il y a aussi la possibilité de continuer à construire des comportements et des pensées citoyennes et autres et différentes. J'ai dit. On vous remercie. En vous écoutant d'ailleurs, je me demandais si on ne fait pas, si ce n'est une erreur, du moins une approximation, en mettant dans le même sac ésotérisme noir et complotisme. Parce que finalement, dans cet ésotérisme noir, avec toutes les limites du terme comme on l'a évoqué, il y a quand même une sorte de théorie qui se veut rattacher à trouver un sens caché des choses. Dans le complotisme, c'est plus effectivement une sorte de paranoïa. Et je crois que ce type d'attitude que vous décriviez de la part de ces gens qui saccagent les temples maçonniques, ça relève plus du complotisme que effectivement de ces théories un peu délirantes, ésotériques, d'une certaine extrême droite. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si dans l'extrême droite d'aujourd'hui, il y a des courants ésotériques. En revanche, il y a un courant complotiste, c'est certain, et il y a un grand intérêt pour certains ésotéristes. Je me rappelle à la Bibliothèque du Grand Orient avoir reçu, c'était il y a des années, un étudiant qui faisait un travail, un mémoire, un master 1 ou 2, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, sur la vision de la franc-maçonnerie par le Front National. Et il avait été frappé, il m'avait dit, j'ai rencontré Bernard Anthony, qui m'en a parlé pendant des heures. Je suis parti au bout de 3 heures, mais je pense que j'aurais pu rester toute la journée, tellement il avait des théories, etc. Et donc, il était frappé par la place que tenait la franc-maçonnerie dans cet imaginaire d'extrême droite, comme justement symbole de tout ce qu'ils combattent. Donc, il y a une... Et d'ailleurs, on le voit aussi, alors ça, c'est une permanence. Et ce qui est très frappant, c'est que quand la police militaire d'occupation après 1940 va occuper les temples maçonniques et envoyer à Berlin toute une série de documents, il y a l'idée qu'on va trouver le secret des francs-maçons, ce qui fait leur puissance. Donc ça, c'est pas vraiment d'ésotérisme, c'est plus un complotisme, mais effectivement, c'est une permanence dans la pensée de l'extrême droite. Alors, je pense que le témoignage que vous avez fait me semble très intéressant. Mon co-auteur et moi, ça fait donc 15 ans que nous allons dans des salons maçonniques, mais dans la plupart des cas, des salons tout court, pour signer. Très honnêtement, on a divisé cette période en deux. Il y a avant les ennuis et après. Avant, moi, quand je signais, les gens me disaient « Ah, vous êtes franc-maçon, c'est quoi, c'est sympa ?» Tout se passait bien. Puis depuis 6 ou 7 ans, il faut être honnête, ça s'est dégradé. Les gens viennent vous voir et « Ah, vous êtes franc-maçon !» Généralement, on a droit au petit délire d'ésotérisme noir, etc. Ça va, c'est très gentil. Petit à petit, on a commencé à entendre parler du diable en loge. Puis bon, voir des gens que vous avez en face, quoi. Ils ont 10 ans de plus que vous, ils n'ont pas l'air complètement malades mentalement. Bon. Puis après, vous avez des gens plus jeunes et qui commencent à vous parler du pouvoir, de la corruption, etc. Moi, j'avais pas ça il y a 10 ans. On m'en parlait jamais de ces trucs-là.
Et puis après, progressivement, on a commencé à voir des gens qui sont venus nous parler des meurtres en loge. Le coup de on tue les enfants, moi, c'est une question qu'on me pose maintenant depuis 4 ou 5 ans. Et depuis 2 ans, c'est la pédophilie. Alors, ça vous paraît riant, mais moi, la dernière conférence à Strasbourg, je l'ai fait protéger par la police. Parce que j'ai voulu parler de République, Révolution et, donc rien à voir avec l'ésotérisme, République, Révolution et franc-maçonnerie, eh ben, à la FNAC, ça n'a pas été possible. Ça fait bizarre quand vous êtes dans un pays dit démocratique, dans une société dite progressive, et qu'on vous escorte du train jusqu'à la FNAC, et que vous faites votre conférence avec des gardes du corps. Et vous savez ce qui m'a le plus choqué, je vais vous dire, qui est quelques nasillons, si vous préférez, qui posaient problème de la FNAC, ça m'a plutôt fait rigoler qu'autre chose. Non, ce qui m'a posé problème, c'est d'avoir devant à peu près une centaine de gens qui avaient entre 20 et 25 ans, c'est-à-dire l'âge de mon fils, qui étaient tous des militants anti-mariage homosexuel, qui nous prenaient en photo et prenaient des fiches. Et moi, je me suis dit que la prochaine fois, ça serait pour mon compte. C'est l'impression que j'ai eue quand je suis rentré là. Donc ça, il faut le prendre très au sérieux. Il y a un fort courant montant anti-maçonnique qui touche une grande partie de la population française. On va être franc, une grande partie des banlieues, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, c'est la vérité. Et ça commence à devenir problématique et, à mon sens, assez dangereux. Et là où moi, ça me gêne beaucoup, c'est que moi, je fais partie de cette génération pour lequel, Grand Orient de France, on a joué la carte de l'externalisation. On a ouvert les temples. Moi, je ne les compte plus, les conférences que j'ai faites aux 4 coins du pays, les explications, les ceci. Et ma génération à moi, on a réellement pensé que plus on s'ouvrait, plus les gens diraient, finalement, voilà, c'est presque banal. C'est tout le contraire. Plus on s'ouvre, plus les gens nous soupçonnent de cacher quelque chose. Plus on leur montre, plus on ne leur montre pas ce qu'il faut. Si malencontreusement il y a un crâne qui traîne dans un temple, les gens ne voient que le crâne. Bon. Et moi je me rends compte maintenant qu'il va falloir se poser la question de l'image, tu parlais de pédagogie, mais de l'image que nous donnons. Parce que ce n'est pas que cette image soit bonne ou mauvaise, c'est que quoi que nous fassions, nous sommes maintenant représentés comme soit des gens qui ont des activités carrément délictuelles, soit comme des gens qui sont en fait ce qu'on appelle aux États-Unis le deep state, l'état profond, c'est-à-dire ce qui ne change jamais, la pieuvre, si vous préférez. Et quand vous discutez avec des jeunes, moi, ce qui me frappe énormément, c'est que maintenant, ils ont ce que j'appelle la théorie du complot statique. Le complot statique, c'est quoi? C'est en fait qu'ils se disent, finalement, rien ne change. Nous, on rame, et en haut, c'est finalement toujours les mêmes, même si les têtes changent. C'est toujours les mêmes structures. Et donc, ils ne comprennent pas. Ils se disent, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi l'ascenseur social est complètement bloqué? Et comment ils n'ont pas d'explication? Parce que peut-être certaines explications sont complexes à faire partager, à comprendre. À un moment, il vous faut un bouc émissaire. Le bouc émissaire, aujourd'hui, en partie, je dis bien en partie, c'est nous. C'est nous. Et je rappelle quand même qu'il y a une loge maçonnique dans laquelle un cocktail Molotov a été lancé il y a quelques années. On peut vous faire la liste de toutes les agressions anti-maçonniques ces 5 dernières années. Ça n'existait pas il y a 10 ans, ça. Bon, maintenant, c'est le cas. Ça existe. C'est un jeune homme qui a balancé dans un temple un cocktail Molotov, un homme de 17 ans, donc arrêté, gendarmerie, on est en milieu rural. On a eu les PV. Le PV est hallucinant. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est l'antre du diable. 17 ans. Alors, moi je veux bien la pédagogie, je suis tout à fait d'accord, tu as parfaitement raison. Mais à un moment, il va falloir vraiment s'interroger sur la situation qu'on a. Et moi j'estime, et je le dis en toute franchise, qu'on est dans une situation beaucoup plus critique que nous ne le croyons. Ouf. Je ne voudrais pas quand même laisser... nous sommes à Toulouse, nous sommes en terre occitane, je ne voudrais quand même pas laisser partir Jacques Ravenne sans qu'on évoque l'intérêt tout à fait étonnant que les nazis ont pu avoir à un moment donné par rapport au catharisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Il en est question dans votre livre. Alors on sait que dans les années 30, Otto Rahn, qui était justement membre de la fameuse Ahnenerbe, est venu
est venu jusqu'à Montségur pour faire des recherches qui n'ont pas forcément donné grand-chose. Alors, comment se fait-il que le catharisme ait pu inspirer jusqu'à Himmler? C'est une question qui touche autant Pierre que moi, qui est de Carcassonne et qui connaît bien aussi ce secteur-là. En fait, c'est assez simple. Il y a dans la tradition littéraire médiévale allemande un texte de Wolfram von Essenbach, qui est un texte allemand dans lequel vous avez une sorte de fusion de 3 concepts: le Graal, les chevaliers du Temple et un lieu où ce Graal est protégé qui s'appelle, je vous le traduis, Montsalvage. Concept que vous allez retrouver chez Wagner ensuite dans un de ses opéras les plus célèbres. Donc c'est quelque chose qui circule en Allemagne, mais les universitaires allemands étant de grands romanistes, c'est-à-dire de grands spécialistes de la littérature médiévale à cette époque-là, c'est quelque chose que nous on ne connaît quasiment pas, mais qui chez eux est pas de l'article de foi, mais enfin voilà, ça fait partie de leur approche. Donc effectivement on a eu le cas d'un romaniste allemand qui était Otto Rahn, qui est venu avant-guerre en Ariège, à Node, et qui s'est passionné pour le catharisme, qui a pas mal interrogé, gratté, fouillé. Il n'a pas fait que les châteaux, il a fait aussi les grottes, les spulgas, un peu partout, et qui en a tiré un livre qui s'appelle Croisade contre le Graal, qui a eu effectivement en Allemagne un gros succès, mais dont, et là c'est pas de la petite histoire, a eu un impact assez fort sur Himmler, puisque c'est quand même le livre qu'il a offert pour les 50 ans d'Hitler. Donc c'est dire quand même que là on n'est plus dans le marginal totalement, quoi. Sauf que rien, absolument rien, d'un point de vue historique, théologique, le prouve. Mais Himmler y a cru dur comme fer, puisqu'en 1940, lors de la rencontre à côté de Biarritz entre Franco et Hitler, Himmler traverse l'Espagne par le nord et se rend au monastère de Montserrat. Vous trouverez les photographies, la presse s'en est fait l'écho, et à la stupéfaction évidemment de l'abbé de Montserrat, il demande s'il y a le Graal. Parce que Montsalvage, Montségur, Montserrat, les monts sûrs, évidemment, il y avait une proximité linguistique, à quoi le malheureux abbé a répondu qu'il y avait une vierge noire, ce qui a fait généralement fuir Himmler assez rapidement. Mais oui, c'est vrai que là, on est dans la sorte de folie aberrante d'imaginer le type qui est le chef de la SS, qui est à peu près le propriétaire de la moitié de l'Europe à ce moment-là, et qui se pointe dans un monastère perché sur un piton, et qui dit « je veux le Graal ». On a du mal à imaginer un homme politique, même italien, ou mussolien ou français, faire ce genre de gag, quoi. C'est peut-être le président américain, mais Donald Trump, oui. Faudra qu'on lui souffle l'idée, tiens, ça serait assez drôle, ça. S'il fait un voyage en Israël, il faut qu'il en profite. Non, on a du mal. Et ben ça, voilà, c'est vrai. Et on l'a mis dans le bouquin. Et alors c'est assez drôle parce que on le met en scène d'introduction, le bouquin, parce que la scène est magnifique, elle est vraie. Et puis après, le bouquin sort, et puis vous avez les lecteurs qui disent « les gars, vous avez exagéré, quoi. Himmler en train de chercher le Graal à Montserrat. Vous poussez le bouchon un peu loin, Maurice, comme on dit dans la pub. » Ben non, mon vieux, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Alors, comme le dit très justement Pierre, ça reste, et heureusement, marginal, bien évidemment, mais ça prouve quand même que ça a toujours foncièrement existé, et ça existe toujours. Parce que vous avez toujours des sociétés allemandes qui ne sont pas forcément national-socialistes, mais qui sont pan-germanistes, pour lesquelles Montségur reste un lieu d'ancrage dans lequel on trouvera quelque chose. Alors, pour la légende, quand même, je vous la sors parce qu'elle vaut le déplacement. C'est que de la légende, hein, je précise, mais la légende dit, ouvrez les guillemets, qu'effectivement, les Allemands auraient trouvé quelque chose à Montségur. Ça m'étonnerait beaucoup, mais vous savez que, par exemple, il y avait des écrivains du Xe siècle qui expliquaient qu'il y avait des lacs avec les truites et que c'est avec ça que les cathares se nourrissaient. On cherche toujours les truites. Il y a ceux qui ont expliqué que le château de Montségur était un temple solaire. Il a été construit après la chute donc de 1244. Et aurait trouvé quelque chose, que ce quelque chose aurait été planqué dans un glacier en Autriche,
et que ça a été calculé de façon que ça sorte à un certain moment dans les années 90-2000. C'est au lac Toplids, alors je vous invite tous à aller là-bas. Si le Graal est quelque part, c'est sans doute là-bas. Il y a une littérature sur ça qui est absolument fascinante. Pierre voulait rajouter quelque chose. Alors, l'avantage de l'épisode, c'est qu'il montre bien les sources de ce soi-disant ésotérisme noir nazi. C'est de la littérature de gare, c'est l'aventure mystérieuse. Himmler, son niveau de lecture, c'est la collection Flammarion, là, avec ou l'aventure mystérieuse, ou elle a un autre nom. J'ai lu l'aventure mystérieuse. Voilà, les sources ésotériques de Himmler et de ces gens-là, c'est de ce niveau-là. Donc c'est quand même vraiment du bas de gamme de la littérature de gare. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, alors l'épisode est tout à fait réel, mais quand on regarde l'intérêt pour le catharisme, il illustre ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt pour le catharisme, il est grosso modo aux antipodes de ça. Quand on regarde le grand homme du néo-catharisme, c'est Déodat Rochet, il est franc-maçon au Grand Orient, il est Ratsoc, il est résistant, enfin c'est tout le contraire de ça. Et le néo-catharisme de Déodat Rochet, c'est 95% du néo-catharisme, et l'intérêt pour le catharisme que tu rapportais de Otto Rahn et de Himmler, c'est 5%. Donc c'est vraiment le détournement d'un mouvement qui, lui, au contraire, était plutôt critique, était plutôt progressiste. Mais effectivement, c'est le côté, l'épisode que tu rappelles, un côté romanesque. Et c'est ce qui a fait en fait la force de ces idées sur l'ésotérisme noir des nazis. C'est on n'a plus de grands mythes, on ne croit plus à nos mythes, donc on se crée des mythes. Alors le diable n'existe plus, mais le diable existe un peu avec ce nazisme noir. Voilà, je crois que c'est tout à fait légitime d'avoir envie de se faire peur et de se plonger dans quelque chose de tout à fait romanesque, mais en même temps, quand on essaye d'avoir une analyse un peu neutre, un peu académique, on s'aperçoit quand même que c'est un courant marginal et qui reprend et qui détourne un corpus de textes, d'attitudes qui, eux, sont insoupçonnables de ce genre de choses. Une toute dernière question, une ou deux dernières questions pour conclure cette rencontre. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais parler un petit peu plus sur un angle économique et financier, si c'est possible. Sauf erreur de ma part, en 1929, ça fera 90 ans aujourd'hui, Hitler avait toutes les raisons de croire qu'il allait accéder au pouvoir. 90 ans après, il semble que les circonstances actuelles sont assez comparables au niveau des tensions sociales, au niveau de la disparité d'un certain nombre de choses essentielles, les services publics, etc., etc. Et ma question, en fin de compte, est un peu provocatrice, j'en suis un peu désolé, mais quelque part, est-ce que finalement, les faucons noirs de la Maison-Blanche, les financiers, ont peut-être gagné la partie? C'est-à-dire qu'à travers la main invisible d'Adam Smith, est-ce qu'on ne peut pas retrouver quelque part la main invisible des futurs tyrans du monde? C'est une vaste question. Moi, ce que je dirais, c'est que l'extrême droite et le fascisme, c'est souvent, en tout cas, l'historien peut dire ça, la conséquence d'une paupérisation des classes moyennes. Les classes moyennes, pour différentes raisons, quand elles se sentent menacées, elles ne se tournent pas vers le communisme, qui est contre la propriété. Les classes moyennes sont attachées à la propriété. Et donc le fascisme, l'extrême droite, c'est toujours, enfin historiquement en tout cas, dans les années 30, c'est quand il y a une paupérisation des classes moyennes. Comme effectivement le système économique mondial est en train d'opérer une grande paupérisation des classes moyennes, il y a effectivement un danger. En même temps, l'histoire ne repasse jamais les mêmes plats et ça se fera selon d'autres modalités, des modalités qui sont peut-être pas moins violentes. Et c'est vrai que, alors je ne voudrais pas finir sur une note un peu pessimiste, mais moi je suis assez placide, et en général, quand un temple maçonnique était brûlé, au début je me suis dit, c'est un cinglé, ça arrive, etc. Il commence à y en avoir beaucoup, et ça s'inscrit dans une période de vive tension dans la société française, et effectivement, peut-être faut-il être vigilant, enfin il faut certainement être vigilant, alors est-ce que cette vigilance arrivera à enrayer le phénomène? Je ne sais pas. Alors, une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que sur les mythes qui vont soutenir ces violences et ces mises en cause, il y a l'histoire des Illuminati que Jacques connaît bien. Nous, au musée de la franc-maçonnerie, on reçoit beaucoup de groupes de toute nature, y compris des jeunes, et vraiment, j'en ai encore froid dans le dos. À l'époque où je faisais souvent des visites, je fais visiter le musée à un groupe de lycéens.
très bien, très intéressés, puis qui à la fin de la visite me disent monsieur, tout ça, ce que vous nous dites sur la prévention, c'est très très intéressant, c'est vraiment bien, mais quand même, et le rapport avec les Illuminati, etc. Et vraiment, ils y croient. Et donc, il y a des choses qui nous paraissent à nous, comment dire, qu'on prend avec désinvolture, mais il y a un certain nombre de mythes qui peuvent être des soutiens à une violence sociale qui sont en train de s'enraciner. Alors pour répondre à votre question, sincèrement, je pense que le rapport, la parenté qu'on fait entre les années 30 et notre époque, c'est un rapport vicié. Nous ne sommes pas du tout dans les mêmes situations économiques, sociales qu'en 1930. L'inflation en Allemagne et le taux de misère et de paupérisation en Allemagne quand Hitler arrive au pouvoir n'a strictement rien à voir avec la France d'aujourd'hui qui compte 10% de chômeurs. Regardez le nombre de chômeurs qu'il y avait en Allemagne en 1930. Voilà. Là, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a plutôt tendance par médias interposés à se faire peur inlassablement. Et puis après, il y a quand même une fixette sur le nazisme que je trouve un peu trop systématique dans notre société. Dès qu'il y a un problème, boum, c'est un effet pervers. Nazi, bon, très bien. Mais il faut faire attention là-dessus. Moi, je pense toujours à un texte de Georges Bataille qui date de 1946 et qui disait ne vous obsédez pas sur le nazisme comme le maximum de dictature, parce que quand une nouvelle dictature viendra, vous ne la reconnaîtrez pas. Donc, attention, c'est bien d'agiter des oripeaux, mais peut-être que derrière, on a d'autres craintes à avoir, d'autres problèmes à avoir, qui fait qu'on sera toujours en train de se, excusez-moi, branler sur ça, pendant qu'il monte peut-être autre chose sur lequel on ferait peut-être mieux, à mon sens, d'être conscient. Je crois que c'est une excellente phrase de conclusion. Merci à nos deux intervenants, à Jacques Ravenne et à Pierre Mollier, et on vous remercie d'être venus. Je pense que Jacques va être à votre disposition pour signer ses bouquins. Je vous assure, il mérite d'être lu, c'est passionnant.